Chef de travaux de Congo Dimba nous resterons vraiment dans les temps. Je vous prie de passer tout droit aux réponses, de nous éviter des circonlocutions, de nous éviter trop d'exploration. Merci beaucoup, monsieur le professeur, président du jury, monsieur le professeur, membre de la composition. Les recherches doctorales que nous avons menées sont sanctionnées par une dissertation doctorale que nous avons intitulée « La mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies autorisant des mesures coercitives et la notion d'abus de droit ». Ce sujet nous a été suggéré. Il nous a été inspiré par un constat qui résulte d'une observation que nous avons, d'une observation de deux domaines des relations internationales, à savoir les domaines de la mise en œuvre ou de l'application des résolutions du Conseil de sécurité autorisant les mesures coercitives et celui de l'apparition des normes applicables aux relations internationales. Dans les premiers domaines, il nous apparaît utile de distinguer la situation des mesures coercitives armées de celles des mesures coercitives non armées. Concernant les mesures coercitives armées, alors que la Charte des Nations Unies a prévu qu'elle soit mise en œuvre par les conseils de sécurité, directement par les conseils de sécurité, sous son autorité, sa direction et son commandement. L'échec essuyé dans le processus d'activation ou d'établissement du comité d'état-major, ainsi que dans le processus de conclusion des accords spéciaux prévus à l'article 43, a contraint cet organe, le Conseil de sécurité, à inventer des mécanismes supplétifs non prévus littéralement expressément par la Charte pour s'acquitter de ses missions. Au nombre de ces mécanismes se trouvent les opérations de paix dirigées non par les conseils de sécurité comme le veut la Charte, mais les opérations de paix dont la direction et les commandements sont laissés ou sont confiés à d'autres acteurs, notamment à des États, à des organisations internationales, voire à des organisations internationales dont la nature ne correspond pas à la notion d'accord et d'organisme régional, cher au chapitre 8, l'article 52 de la Charte des Nations Unies. Dans cette pratique qui, pour une bonne partie de la doctrine, constitue une déviation de ce qui était du mécanisme prévu par la Charte, est apparu un phénomène tout aussi controversé que la pratique dans le cadre de laquelle il voit le jour. Il s'agit du phénomène des détournements de mandats. Les détournements de mandats est le fait pour les destinataires de résolutions du Conseil de sécurité de les utiliser ou de les appliquer non seulement pour réaliser les buts proclamés officiellement par le Conseil de sécurité, mais aussi et principalement pour accomplir leurs finalités ou leurs objectifs privés. Les dépassements, qui est une notion voisine au détournement des mandats, les dépassements des mandats, quant à lui, existent lorsque les destinataires des résolutions du Conseil de sécurité les appliquent de manière
disproportionnée ou de manière inutilement excessive, dépassant ainsi les limites du minimum nécessaire pour accomplir les buts proclamés par les conseils de sécurité, par la résolution du Conseil de sécurité. Pour comprendre ces phénomènes, il suffit d'avoir à l'esprit, d'avoir en vue les situations dans lesquelles les conseils de sécurité aillent à autoriser les recours à la force armée pour protéger la population civile ou pour protéger les droits de l'homme, mais que les destinataires de ces résolutions s'en sont servis pour renverser des régimes ou pour soutenir une partie dans une guerre civile, dans un conflit armé non international, ou encore pour carrément neutraliser un chef d'État. La mise en œuvre des résolutions 1973, 2011 et 1973, 2011 et 1975, 2011 dans la situation en Libye. Dans la situation en Libye et en Côte d'Ivoire, la mise en œuvre des résolutions 1973 et 1975, 2011 dans la situation en Libye et en Côte d'Ivoire sont des illustrations. Ces situations sont des illustrations éloquentes du phénomène que nous avons constaté. Quant aux mesures coercitives non armées, par leur nature, elles sont décidées par les conseils de sécurité pour être appliquées par les États. Les conseils de sécurité invitent donc ces États membres à appliquer les mesures coercitives non armées qu'ils décident en leur demandant d'adopter des mesures internes, des mesures nationales de transposition, des mesures de mise en œuvre. Mais au cours de cette opération de transposition, certains États se permettent d'étendre, au lieu de se limiter à transcrire fidèlement les mesures qui ont été adoptées par le Conseil de sécurité, certains États se permettent d'étendre ces dernières à des domaines ou à des personnalités qui ne sont pas visées par les résolutions du Conseil de sécurité. Ainsi, s'appuyant sur les résolutions du Conseil de sécurité, sur les mandats que leur confère le Conseil de sécurité, certains États se permettent d'introduire les mesures autonomes non prévues par le Conseil de sécurité dans les régimes de sanctions officiellement proclamés. La mise en œuvre des sanctions contre l'Iran et contre la République démocratique du Congo sont des exemples très éloquents de ces phénomènes. Dans les deux cas, dans le cas de la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité, dans la mise en œuvre des mesures coercitives armées et dans celle des mesures coercitives non armées, on constate que les destinataires des résolutions du Conseil de sécurité se comportent comme détenants des blancs-seings, comme détenants des permis qui leur permettent de tout faire, d'atteindre n'importe quel objectif. Pourtant, les résolutions du Conseil de sécurité sont assorties des objectifs très souvent clairement identifiés. Puisque les résultats auxquels parviennent ces détournements des mandats ne sont pas conformes ou sont différents des résultats qui sont attendus par les conseils de sécurité, l'opinion internationale s'en trouve souvent divisée entre ceux qui estiment que les destinataires, ceux qui ont accepté d'appliquer les résolutions du Conseil de sécurité, ont outrepassé les mandats, et ces derniers qui sont accusés se défendent en considérant que les mesures présentées comme les mesures de dépassement des mandats sont en réalité serrées, en réalité des mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif fixé par le Conseil de sécurité. Pendant ces temps, dans le deuxième domaine, celui de l'apparition des normes applicables aux relations internationales, les droits internationaux qui est très longtemps resté et qui a très longtemps hésité à accepter la notion ainsi que les principes d'abus de droit, a fini dans plusieurs de ces domaines à consacrer cette notion ainsi que ces principes. Ainsi donc, en droit international de la mer, en droit international des investissements, en droit international des droits de l'homme, en droit de la fonction publique internationale, en droit du commerce international, on constate que la notion d'abus de droit ainsi que les principes qu'il interdit sont consacrés et de manière abondante. C'est pour cette raison que la Cour permanente de justice internationale
la Cour internationale de justice, les tribunaux internationaux du droit de la mer, les centres internationaux pour les règlements des différends relatifs aux investissements et les tribunaux administratifs organisés au sein de la fonction publique internationale appliquent constamment et couramment la notion d'abus de droit, soit directement, soit à travers des notions connexes comme les détournements, l'excès de pouvoir ou les détournements de mandat. Donc, on se rend bien compte que la notion d'abus de droit est une notion qu'aucun ordre juridique ne peut ignorer, et donc il n'y a aucune raison pour que la société internationale et l'ordre public international puissent l'ignorer. C'est comme ça que dans le cadre de notre étude, nous étions appelés à chercher l'instrument ou l'outil par lequel on pouvait combattre ou on pouvait lutter contre les phénomènes de détournement des mandats. Et notre idée de départ a été de considérer que l'interdiction de l'abus de droit était l'instrument adéquat, idoine, indiqué pour ce faire. La question principale de notre recherche était de savoir si l'interdiction de l'abus de droit pouvait s'appliquer dans un domaine particulier, qui est celui de la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité autorisant les mesures coercitives. Donc il fallait indiquer les conditions dans lesquelles l'abus de droit peut se réaliser dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité autorisant les mesures coercitives. À cette question principale, se sont ajoutées quelques questions complémentaires, notamment celle s'agissant de l'identification de causes de ces phénomènes de détournement des mandats et celles relatives aux conséquences de ces phénomènes. En définitive, nos recherches nous ont permis de considérer que les faits pour les destinataires des résolutions du Conseil de sécurité, c'est choisir des moyens non nécessaires, d'employer des moyens disproportionnés ou de rechercher des résultats non prévus officiellement par le Conseil de sécurité correspond à la notion d'abus de droit et constitue l'abus de droit. Nous avons donc confronté la notion d'abus de droit qui consiste pour un sujet de droit de se servir d'une prérogative juridique pour atteindre des objectifs différents de ceux qui sont assignés à cette prérogative-là, ou d'utiliser son droit de manière inutilement sévère et excessive. Donc, les conditions exigées pour être en présence de l'abus de droit en droit international sont d'abord l'existence d'une prérogative. Et dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité, nous avons considéré que le Conseil de sécurité confère à ses destinataires ou à ses États membres des prérogatives. Deuxièmement, les prérogatives susceptibles d'abus de droit ont un caractère particulier. Elles doivent être des prérogatives formulées de manière large et étendue, laissant ainsi à l'air titulaire un champ de discrétion ou une marge d'appréciation. Et dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité autorisant les mesures coercitives, cela est le cas parce que le Conseil de sécurité se sert très souvent de l'expression « autorise tous les moyens nécessaires ou toutes les mesures nécessaires », laissant ainsi aux destinataires de ces mesures le pouvoir d'appréciation des mesures à appliquer. Et donc, les domaines de la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité autorisant les mesures coercitives est susceptible de connaître la commission et l'application de l'abus de droit. Et donc, l'interdiction de l'abus de droit, qui est un principe connu, affirmé et accepté dans plusieurs autres domaines du droit international, mais dont on parle moins en droit de la sécurité internationale, peut être, à notre avis, et à l'issue de nos recherches, cet instrument que l'on veut pour non seulement dénoncer les détournements des mandats, mais aussi les sanctionner. Quant aux causes de ces phénomènes, nous avons retenu le fait que les résolutions du Conseil de sécurité sont formulées très souvent de manière trop générale. Et on se sert des expressions trop élastiques qui, effectivement, cet état des choses est justifié par la recherche du consensus entre les membres du Conseil de sécurité, ce qui fait que les expressions tranchantes sont mises de côté et on préfère les expressions un peu floues, les langages sibyllins chers aux diplomates
pour faire passer certaines résolutions. C'est flou là, dans la détermination des moyens, dans la détermination des objectifs et la cause du phénomène objet de notre étude, du phénomène des détournements des mandats. Il y a aussi une cause juridique, qui est la faiblesse des moyens de contrôle dont dispose le Conseil de sécurité lorsqu'il autorise la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité. Et là, le Conseil ne dispose pas d'assez de moyens, à l'exception de quelques rapports que doivent lui adresser, les destinataires, ceux qui appliquent les résolutions du Conseil de sécurité. S'agissant des conséquences, ce phénomène de détournement des mandats emporte avec lui des conséquences politiques incroyables. Parce que ces phénomènes jettent un discrédit et ils sapent l'image et l'objectivité qui devrait caractériser l'organisation internationale. C'est pour cette raison-là qu'après l'application controversée de la résolution 1973 et la mise en œuvre discutable de la résolution 1975, respectivement en Libye et en Côte d'Ivoire, les membres du Conseil de sécurité ont refusé, certains membres, en particulier l'Allemagne, la Russie, ont refusé de voter en faveur d'une autorisation de recourir à la force dans la situation en Syrie. Quant aux conséquences juridiques, les conséquences juridiques du phénomène de détournement des mandats fait appel à la notion de la responsabilité internationale. La question la plus importante que nous nous sommes posée dans le cadre de cette recherche est celle de savoir qui de l'organisation internationale qui autorise l'application de mesures coercitives et de l'État destinataire de ces mesures doit engager sa responsabilité. Est-ce l'organisation ou l'État ou les deux à la fois? L'état des lieux du droit international ne nous permet pas de conclure à la rétention de la responsabilité de l'organisation internationale. Parce que les droits positifs dans ces domaines est essentiellement constitué du projet d'article de la Commission des droits internationaux de 2011. Des critères importants sont ainsi évoqués. Il s'agit du critère organique, en vertu duquel l'organisation internationale engage sa responsabilité internationale lorsque les faits internationalement illicites est commis par un de ses agents ou de ses organes. Or, dans les cas des autorisations que le Conseil accorde à ses membres d'appliquer des mesures coercitives armées ou non armées, il n'y a pas un organe. Les droits des Nations Unies ne considèrent pas les opérations autorisées comme les organes de l'ONU. Deuxième critère, le critère du contrôle effectif que doit exercer l'organisation non plus n'est pas réuni parce que les opérations autorisées sont laissées sous la direction et sous le commandement des États membres ou d'une organisation internationale désignée par les conseils de sécurité. Et donc, la responsabilité en cas d'abus de droit serait celle de l'État destinataire ou de l'État auteur de l'abus de droit. Mais nous avons à ces sujets considéré que les droits positifs étaient trop superficiels parce qu'ils ne parvenaient pas à lever les voiles pour considérer que c'est le Conseil de sécurité, en réalité, qui autorise ces opérations et qui manque à son devoir de veiller à ce que les autorisations qu'il accorde ne soient pas utilisées abusivement. C'est comme ça que dans notre recherche, nous parvenons à la suggestion qu'effectivement à ces sujets, il faudra envisager une responsabilité subsidiaire du Conseil de sécurité. Non pas pour abus de droit, mais pour manquement à son devoir de surveillance, à son devoir de contrôle qu'il devrait exercer en tant que mandant sur les opérations que mènent les mandataires, c'est-à-dire les destinataires de ces résolutions. Plusieurs autres solutions peuvent être envisagées. Dans le cadre de cette étude, nous avons notamment proposé la consécration dans le cadre de la charte ou dans les résolutions qui autorisent les mesures coercitives, de manière formelle, comme c'est le cas pour les principes de bonne foi, du principe qui interdit l'abus de droit. Il est aussi intéressant que l'on revoie et l'on renforce les moyens de contrôle dont doit se servir le Conseil de sécurité
Parce que ces derniers ne devraient pas simplement se limiter à attendre les rapports que doivent lui adresser ceux-là qui sont auteurs des utilisations abusives de ces résolutions. Les conseils devraient inventer d'autres moyens. Et nous avons par exemple suggéré, comme ce fut le cas en Haïti, et le professeur Olivier Corden a fait une très bonne étude à ce sujet, critiquant l'état des lieux des moyens de contrôle du Conseil de sécurité. Nous estimons que l'expérience de Haïti, où le Conseil avait créé un organe ad hoc de surveillance aux côtés d'une opération autorisée, pourrait être utile. Et dans le cadre des mesures coercitives non armées, les comités de sanctions devraient faire ce travail, ne pas simplement se limiter à étudier l'application des sanctions par les États, mais voir si cette application est conforme au régime juridique établi par les conseils de sécurité. Ainsi donc, monsieur le professeur président du jury, monsieur le professeur membre de la composition, l'essentiel de nos recherches et qui sont résumées dans cette dissertation, nous vous remercions. Heureusement qu'il est interdit de manifester tout quelconque signe d'approbation ou de désapprobation. Dans ma qualité de président du jury, je prends acte du fait que vous avez fait votre exposé en maîtrise de ce que vous dites et vous dites pas ce que vous ne maîtrisez pas. Cela étant, ça me console parce que, encore une fois, je l'ai dit, l'état de tension dans lequel vous vous trouviez tous hier soir m'inquiétait beaucoup. Nous allons pouvoir passer la parole aux membres du jury pour leur échange avec les candidats docteurs. Je voudrais commencer par remercier ce tour de force que vous avez appelé dès le premier moment, lorsque nous avons eu une première discussion, lorsque vous m'avez déposé votre exemplaire. Sans l'avoir ouvert, je vous ai posé la question, c'est quoi votre thèse? Et on est parti 2 heures après, on discutait toujours. J'ai l'impression que ce n'est pas fini. Et même à l'issue de cette séance, je crois que nous continuerons à discuter. Je voudrais d'abord vous féliciter. C'est un travail d'éthiquement dans un domaine où les bases ne sont pas très consolidées et vous osez y entrer avec toute la complexité de la question. Et c'est ainsi que je fais le constat malheureux de mon point de vue que je ne réussirai pas. Je fais un constat malheureux que je ne réussirai pas à vous attirer beaucoup trop en politique internationale, en relations internationales. Je vous ai titillé plusieurs fois pour vous amener à constater le caractère singulier de la scène internationale qui ne permettait pas que le droit s'y applique de n'importe quelle manière, comme dans un milieu où le pouvoir a le monopole de la... C'est ce que Mme Monique appelle un abandon par le Conseil de sécurité de ses responsabilités. Et très rapidement, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup, on vous a bien suivi et vous allez poursuivre les discussions avec le professeur Mova. Moi d'ailleurs avec moi, donc ne vous en faites pas sur ce point-là. Je passe la parole au professeur Lofunda et il sera suivi par le professeur Germain Treminière. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Je fais mien les encouragements et les éloges formulés par le professeur Henri Mova. J'apprécie la constance et la rigueur dont a toujours fait montre le doctorant Lungungu dans l'élaboration de ces différents travaux scientifiques. Je salue la dextérité avec laquelle il a pu intégrer les observations formulées par les différents membres du jury tout au long de l'encadrement. Et je félicite particulièrement son promoteur, le professeur Auguste Mampouya, dont j'ai été assistant il y a 26 ans. J'ai une seule question de culture juridique. Partant de la Charte des Nations Unies, M. Lungungu, quelle nuance établissez-vous entre
les organismes régionaux mentionnés à l'article 52 et toute autre organisation internationale à vocation régionale. Donc, quelle nuance établissez-vous entre les organismes régionaux dont il est fait mention à l'article 52 de la Charte des Nations Unies et toute autre organisation internationale à vocation régionale? Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est sans surprise. Le professeur Richard a parlé pendant moins de 2 minutes. Et donc, on ne va pas vous laisser la dizaine de minutes pour nous enseigner encore les droits des hommes ici. Je vous les donnerai. Et donc, vous avez au maximum 5 minutes. Alors, 5 minutes chrono pour rencontrer la question du professeur Lokonda. Merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur, président du jury. Merci également au professeur Richard pour sa question. Je pense que cette question est également liée à une des observations ou les questions du professeur Henri concernant la malheureuse inclinaison des Professeur Henri Mova-Sakani. Le professeur Henri Mova-Sakani concernant la malheureuse tendance ou la malheureuse inclinaison du Conseil de sécurité à recourir à certains organismes ou à certaines organisations. Il a fait allusion à l'OTAN. Je réponds à la question, très rapidement à la question du professeur Richard, et si j'ai encore assez de minutes. Le professeur Richard Lopunda. Vous allez bientôt être son collègue, hein? C'est pour quelques instants, mais dans 1 minute, tout peut toujours basculer. On ne sait jamais. Oui. Je m'en vais très rapidement répondre à la question du professeur Richard Lopunda. La charte de l'ONU, le chapitre 8 à l'article 52, prévoit que la sécurité, dans la mise en œuvre du système de sécurité collective, que les conseils de sécurité s'occupent du maintien de la paix et détiennent la responsabilité principale, mais que les accords et organismes régionaux ont la compétence de régler de manière pacifique les différends qui surviennent dans les régions du monde où ils sont créés, les accords ou les organismes régionaux. Et quant au recours à la force, ces accords et organismes régionaux peuvent être utilisés ou peuvent être autorisés par les conseils de sécurité. La différence avec toute autre organisation internationale et tout autre organisme régional, c'est que les organismes visés par l'article 52 sont principalement ceux qui ont la vocation d'évoluer dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ces organismes doivent avoir dans leur arsenal des mécanismes de règlement pacifique des différends et des dispositifs de déploiement en cas d'utilisation ou d'autorisation du Conseil de sécurité. Ainsi donc, cet élément distingue les organismes visés à l'article 52 de toute autre organisation uniquement économique, par exemple, qui n'aurait pas mandat ou qui n'aurait pas la mission, par exemple, de régler pacifiquement des différends, qui n'aurait pas des instances de règlement pacifique des différends dans son arsenal institutionnel, ou qui ne disposerait pas d'un mécanisme de réaction en cas d'utilisation ou d'autorisation par le Conseil de sécurité. Cette question ouvre également l'aspect de la question qu'a évoqué le professeur Henri Mova-Sakani, c'est que les conseils ont aujourd'hui la tendance de ne plus opérer la distinction entre ces organismes. Cette tendance très malheureuse, parce que l'OTAN, par exemple, qui normalement, ce que je réponds dans le travail, ne rentre pas dans le cadre de la notion prévue à l'article 52, puisque l'OTAN est créée sur base de l'article 51 et non pas sur base du chapitre 8 ou de l'article 52 de la Charte. L'ennemi qui a justifié la création de l'OTAN se retrouve à l'extérieur de l'organisation et non pas comme le veut l'article 52, les menaces intérieures à la région sont réglées par les organismes régionaux. Donc si les organismes régionaux visés à l'article 52 sont tournés à l'intérieur de la région, l'OTAN malheureusement est tourné vers un ennemi extérieur et les recours que le Conseil de sécurité et les rapprochements de plus en plus fréquents à travers les déclarations communes entre l'ONU et l'OTAN inquiètent puisque c'est une organisation idéologiquement identifiée. Les risques de détournement et de dépassement des mandats est encore élevé de s'en servir. Merci, professeur Lopunda.
Ça va? Ok, merci beaucoup. Nous passons la parole au professeur. Je vais intervenir.